Ce matin, nous sommes dans les locaux de Diriben, histoire d'interviewer le doyen Diko à dessein qu'il nous parle de la migration, qu'il nous dit comment est-ce que la migration se passe dans la région de Gao. C'est un doyen dans le domaine, il a dirigé dans le domaine, il saura quand même nous expliquer les défis à relever sur les questions de la migration. Sans plus tarder, je vais me présenter et donner ensuite la parole au doyen. Moi, c'est Yehia Abdel Fattah, moniteur au sein de SIOD Canada. Merci. Ce matin, nous sommes là pour parler avec vous de la migration. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Bien, moi je m'appelle Mahmoud Diko, je suis le président du Diriben, qui est une association composée par des anciens migrants, ce qui a été créé en 2008. Doyen, sans plus tarder, nous allons commencer par les questions. La première, c'est vous présenter et présenter votre structure. Parlez-nous un peu. Bien, Diriben, comme son nom l'indique, c'est d'abord son goût, qui veut dire déposer les sacs de la migration, mais cela s'adresse particulièrement à nous qui avons pris de l'âge, qui avons passé des années à parcourir les routes migratoires, qui avons fait des années à souffrir des affres de la migration, des refoulements massifs, de tout ce que cela comporte comme humiliation et transgression. Donc nous sommes revenus et à la faveur de l'ouverture du bureau du ministère des Maliennes extérieures de l'intégration africaine à Gao, alors nous nous sommes vus et nous avons décidé de créer une association qui serait une vitrine dans le cadre de la migration dans la région de Gao, qui est composée par des anciens migrants et qui va défendre les droits des migrants. Donc il n'y a pas mieux que les anciens migrants pour connaître vraiment la situation que vivent les migrants sur le Niger. Merci. Alors, doyen, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots l'importance et surtout l'intérêt que vous avez pu avoir lors des formations de renforcement des capacités de novembre avec SIOD et son partenaire HCR? Bien. Effectivement, cette formation est un plus. On ne cessera jamais d'apprécier la formation pour bien renforcer les capacités, non seulement des structures, mais également avoir un large éventail maintenant sur des mouvements qui se passent. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de migrants, on ne pense qu'à des migrants économiques. Mais sans fou. Aujourd'hui, nous avons des migrants économiques, certes, mais nous avons des réfugiés. Nous avons des demandeurs d'asile. Sur la formation de l'ACR, c'est le principe. Nous avions des migrants liés au climat, au changement du climat, des migrants climatiques. Et ensuite, nous avons des gens qui alors se déplacent tout simplement pour voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Donc il y a plusieurs formes de migrants, et sans oublier les migrants qui sont victimes de traite et de trafic illicite. Ceux-ci aujourd'hui sont de plus en plus nombreux. Et rien qu'en voyant autour de nous, sur les mines militaires, on se rend compte que nous avons vu les migrants travailler à bas, surtout par rapport à ces personnes qui se déplacent pour venir travailler sur les mines. Et dans quelles conditions? Ça, tout le monde le sait. Des conditions horribles, des conditions inhumaines dans lesquelles ces hommes et ces femmes travaillent à la recherche du meilleur. Donc vraiment, c'est une question sur laquelle on doit beaucoup nous appesantir et chercher à améliorer nos conditions de travail. Et ces conditions de travail, nous ne pouvons les améliorer qu'à travers les formations pour faire un distinguo entre les migrants, ne pas les mettre tous dans le même paquet et savoir maintenant
quel est leur projet et qu'est-ce qu'ils veulent et comment nous pouvons en ce moment les protéger. Et cela, c'est à travers la formation que nous avons pu quand même avoir ces paramètres, surtout quand on parle d'une personne mixte, où il y a tout un paquet de migrants qui se trouvent dans le même bus, le même moyen de transport, mais qui n'ont pas les mêmes objectifs et qui n'ont pas les mêmes raisons de migrer. Donc ceci nous a interpellé de faire comme la séparation entre ces typologies de migration. D'accord, doyen, nous allons passer à la troisième question. Quelles sont vos suggestions et recommandations pour la bonne marche des activités en cours et celles de l'avenir? Bien, ça nous m'amenait vraiment à critiquer. C'est bien que nos hommes n'aiment pas beaucoup la critique, mais c'est quand même nécessaire pour mieux corriger ses fautes et faire certaines critiques. Les HCR et ses partenaires, qui sont tous des organisations des Nations Unies, ont le devoir, sinon des principes qu'ils doivent observer quand il s'agit de migration, parce que c'est une question très sensible. Très sensible en ce sens que nous, à Gao, nous au Mali, je dirais, nous vivons de la migration. Et la migration est une richesse en tant que telle. Je me rappelle encore en 2015, le 11-12 novembre, a eu lieu la rencontre de la Valette à Malte, où le HCR était présent. C'était une rencontre entre l'Union européenne et tous les pays africains sur les questions migratoires. Alors, ce plan de la Valette, comme on le dit, financé par le fonds fiduciaire, est un plan qui n'a pas été à la base concerté avec les communautés, avec les organisations de société civile, bien qu'il y avait une ou deux qui étaient présentes à ce sommet. Et cela, pour nous, constitue un diktat que l'Union européenne et ses politiques sur les questions migratoires que nous imposent. Nous souhaitons que les ACR, l'OIM, disent que nous avons des partenaires locaux. C'est nous qui accueillons, c'est les villes qui accueillent. On ne peut pas comprendre que les États donnent le pouvoir de régler seuls les questions migratoires. Aujourd'hui, nous souhaitons qu'il y ait une gouvernance alternative de migration en incluant de nouveaux acteurs autres que les États, tels que les collectivités locales, tels que les organisations qui viennent en aide aux migrants, tels que les migrants eux-mêmes, tels que les universitaires et les chercheurs, etc. Mais cela n'est pas. Aujourd'hui, on vient, à travers cette politique, de donner du fil à retordre. Parce que nous, au Mali, on appartient à la communauté de la CEDEAO, qui a ses principes sur la liberté de circulation des personnes et de l'espace. Et s'il y a cette externalisation des frontières de l'Union européenne à l'intérieur de nos États, cela ne peut que faire mal dans nos accords. Et c'est là, j'interpellerai l'ACR, qui est aussi complice, disons, des programmes de l'Union européenne. Parce qu'on ne peut pas venir aujourd'hui instaurer une frontière à Gao pour dire que c'est la frontière de la CEDEAO. Gao n'est pas la frontière de la CEDEAO. La frontière de la CEDEAO est déjà là, à plus de 900 km de Gao. Et là, on peut avoir la frontière de la CEDEAO. Mais ces principes vont beaucoup déranger nos actes de coopération à l'intérieur de l'espace CEDEAO. Ça, c'est un premier point. Le second point, qui est pour moi aujourd'hui très important, c'est que le HCR doit se donner les moyens de pouvoir traiter de façon diligente la question des demandeurs d'asile. Parce que quand ils arrivent dans certains points, ils n'ont pas toute la protection qui vaille. Et il faut attendre des mois, sinon même des années, pour que ces demandeurs d'asile puissent avoir le statut de réfugié. Je crois qu'il doit y avoir une diligence par rapport à ça, il doit y avoir des
des actes concrets, des actes plus rapides, je dirais, quand même, par rapport à ce que nous vivons actuellement. Et je finirai par dire que Gao est une ville qui a toujours connu ces questions migratoires, qu'elles soient anciennes ou actuelles. Et Gao a toujours su gérer ces questions migratoires. Nous, avant notre création, vous partez à la mairie, vous trouverez tous les migrants en situation de vulnérabilité que l'on trouve dans la mairie. Seulement, la mairie n'a pas les moyens de les héberger. La mairie n'a pas les moyens de les nourrir. La mairie n'a pas les moyens de les soutenir. Mais elle est quand même, elle donne un appui substantiel qui est pour nous important parce qu'elle leur offre un document qui démontre qu'ils sont des migrants. Parce que tous reviennent d'ailleurs pratiquement sans document de voyage. Pour les faciliter de retour vers leur pays. Et c'est seulement quand nous avons ouvert en 2008 que tout cela a cessé. Donc nous avons supplié non seulement les collectivités locales, mais aussi l'État. Qu'est-ce que l'État a fait dans ce sens? L'État ne fait rien. L'État n'apporte que des politiques quand même qui nous dérangent énormément. D'accord, doyen, sans vous couper la parole, et j'aimerais que vous dites concrètement vos recommandations, vos suggestions, et enfin nous dire dans quelle mesure ces suggestions peuvent-elles être justifiables dans les cadres du projet de monitoring de protection. C'est important. Bien, la protection, quand on parle de protection, c'est qu'on parle de gros mots. C'est pas quelque chose qu'on va écouter et pas prendre à la légère. La protection doit se faire dans une harmonisation des activités avec tous les acteurs. Quand je parle des acteurs, je parle des collectivités locales. Je parle des organisations qui viennent en aide aux migrants. Je parle des populations, des communautés, etc. Donc, c'est seulement cela. Parce qu'on ne doit rien faire sans pour autant tenir compte de ceux qui les accueillent, de ceux qui les protègent, qui sont d'abord les villes et les communautés. Pour nous, c'est très important. Il faudrait passer d'abord par celle-ci pour harmoniser vraiment et avoir une protection efficace. Et aujourd'hui, quand on parle de migrants, la plupart, alors on voit un bandit, on voit un voyou, on voit un cap. Ce qu'ils déjà ne savent pas, c'est ce qu'un porteur de projet. Et qui change la vie du pays d'origine jusqu'au pays d'accueil. C'est quelqu'un qui contribue énormément au développement dans son pays d'accueil et son pays d'origine. Donc c'est une question très très importante qu'il faut avoir minutieusement. La stratégie que je recommande, c'est vraiment de venir vers les communautés, de venir vers les collectivités pour gérer les questions migratoires. On ne serait jamais mieux les protéger qu'avec ces pouvoirs locaux, pas avec l'autorité seule. L'autorité, nous savons, elle a son principe, elle a ses actions quand elle peut mener ailleurs, mais au local, c'est avec ces acteurs. Et c'est là seulement qu'on peut avoir une bonne protection. Ça, c'est d'abord. De deux, la protection est ce que je recommanderais. Je dirais que il faut avoir des services adéquats de protection. Cela va sans doute parce que la plupart des migrants que nous accueillons sont victimes de traite de travail. Et donc, ils sont très vulnérables. Il faudra avoir une assistance psychosociale. Il faut avoir une assistance juridique parce qu'il faut chercher dans l'avenir après qui sont les auteurs de ces actes, les poursuivre et les passer devant les tribunaux. Pour nous, c'est très important. Tant qu'on n'arrive pas là, tant qu'il n'y a pas cette justice, on ne serait jamais freiné vraiment les abus qu'il y a autour de la migration. Que tous les acteurs soient réunis autour d'une table, qu'ensemble nous jubilons nos efforts pour mieux protéger encore les migrants et sinon les mandats d'asile. D'accord. Merci doyen, merci pour le temps accordé, merci infiniment et nous allons quand même
porter un grand intérêt en envoyant cette vidéo